Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Cette vidéo fait partie de la catégorie portefeuille Mind de Cash où je vous présente mon portefeuille personnel et quelles actions j'ai investies récemment le dernier mois entre septembre et la date que je publie cette vidéo, donc le 10 octobre 2020. Voilà, avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne afin de ne pas rater les prochaines vidéos, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous rappelle que je travaille gratuitement, je joue la full transparence avec vous, j'ouvre mon portefeuille, toutes les positions que je prends. Donc ça mérite au moins un like et les likes sont très importants pour le développement de la chaîne. Et pour ceux qui veulent aider à la chaîne Mind de Cash à se développer, vous avez un lien PayPal où vous pouvez faire une petite donation. Donc, cette catégorie de vidéos est une des plus populaires sur la chaîne. Donc, j'espère que cette édition ne va pas vous décevoir également comme les précédentes que je publie tous les mois. Il y aura beaucoup de choses, il y aura beaucoup des nouvelles, des actualités corporatives des sociétés qui font partie du portefeuille Mind du Cash. Je vais vous donner pas mal d'informations très importantes sur des entreprises si vous êtes investi par chance ou par malchance dans la même société que moi j'ai investi, mais je vous rappelle à chaque fois que je ne fais pas des conseils d'investissement, je suis un amateur. Tout dans quoi j'investis, ça ne concerne que moi et après c'est à vous de gérer vos propres risques et de décider dans quelles actions, dans quelles entreprises en bourse vous souhaitez choisir. Donc là, je pense que cette édition sera très intéressante parce que je vais vous préparer pas mal d'informations. Et juste avant de cette vidéo, je voulais faire une petite annonce que j'essaie toujours de trouver les meilleurs, en fait cibler au mieux les sujets que j'évoque sur la chaîne Mind de Cash et je vais peut-être me recentrer plus sur des recherches plus approfondies dans certains secteurs, certains domaines. Donc je vais probablement plus publier les vidéos hebdo, bourse hebdo. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez les vidéos bourse hebdo et selon ça, je vais décider parce que les bourses hebdo, il n'y a pas énormément de vues par rapport typiquement aux catégories portefeuille Mind de Cash ou bien portefeuille PEA, c'est une nouvelle catégorie que j'ai lancée le mois dernier. Et je me demande si c'est vraiment quelque chose que vous intéresse vraiment. Donc revoir en fait, le flux d'actualité de la semaine. Donc dites-moi ça dans les commentaires que si la catégorie bourse hebdo vous intéresse toujours, je vais peut-être la suspendre un petit peu parce que honnêtement, je n'ai pas assez de temps malheureusement pour le faire. Je vais me concentrer sur des recherches très précises et très détaillées dans des différents secteurs, dans différents sujets très pointus. Voilà, donc nous commençons cette vidéo par revoir mon portefeuille. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est bien passé ce dernier mois, qu'est-ce qui est mal se passé ce dernier mois. Mais globalement, mon portefeuille se comportait plutôt pas mal le mois qu'on a vécu, mois de septembre 2020. Et on a déjà fait une tiers de mois d'octobre. Voilà. Donc on va commencer cette vidéo par revoir les positions que vous avez déjà vues, que j'ai déjà achetées il y a pas mal de temps. Si vous suivez cette rubrique depuis un moment, je pense que vous le savez, pourquoi je les ai achetées, quelles sont les idées derrière. Et je vais vous donner juste des actualités par rapport à des entreprises où il y a eu des actualités que moi je trouve importantes. Donc voilà, la première ligne que j'ai dans mon portefeuille, c'est pas par poids, en fait c'est juste l'ordre absolument aléatoire, c'est Gilead. Je ne sais pas comment ça se lit d'ailleurs, mais bon, parfois j'entends différentes prononciations. C'est une biotech, en fait, que je vous rappelle pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, que les biotech, il y en a plusieurs catégories. Il y en a deux globalement catégories, bon, peut-être même trois, on peut dire. C'est les grandes biotech qui ont déjà bien établi, qui ont déjà des produits qui marchent depuis des années, qui ont des chiffres d'affaires, qui ont de la rentabilité, tout se passe bien, comme pour les sociétés pharmaceutiques globales. C'est le cas pour Gilead. Il y a d'autres entreprises, typiquement son concurrent AstraZeneca, qui c'est des grosses biotech. Il y en a encore une nouvelle dans le portefeuille Mind de Cash que vous allez voir juste en bas. Je fais exprès pour ne pas le scroller, pour que vous restiez plus longtemps avec moi. Et donc les Gilead fait partie vraiment des grandes biotech qui sont déjà très bien implantées et leur domaine d'expertise c'est marqué dans les produits clients, ces médicaments de traitement de hépatite C, les médicaments virus et immunosystème, y compris VIH, et recherche de médicaments contre le Covid. Mais ce n'est pas uniquement la recherche, parce que ça fait un moment que j'ai cette entreprise dans le portefeuille. Je l'ai acheté en pleine crise, bon, c'était après la crise de Corona, donc malheureusement, je ne l'ai pas acheté au plus bas. Et cette société, elle a déjà un produit qui s'appelle
qui s'appelle, attendez, j'ai perdu le nom, Remdesivir, voilà, ça s'appelle Remdesivir, ça c'est un produit phare qui sont en train de commercialiser, en fait qui passe les différents essais en fait il est déjà utilisé en fait, donc il est déjà assez bien abouti, et cette entreprise, et ce médicament qui a été utilisé d'ailleurs pour guérir Donald Trump pendant sa maladie de Covid, qu'il a attrapé il y a une semaine, un peu plus. Donc en tout cas, cette ligne où je perds actuellement de l'argent, je pense que c'est la plus grosse perte dans mon portefeuille, je perds presque 28%, je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'ai acheté au mauvais moment, mais pourtant je trouve que cette société, la rentabilité, elle est très importante. En fait, ça fait un moment que je ne voulais pas montrer, mais je pense que c'est le moment peut-être de vous rafraîchir dans la mémoire les paramètres de renta pour Gilead Sciences. Donc peut-être ça va vous... Bon, déjà, que ceux qui ont rejoint la chaîne il n'y a pas longtemps. Donc, après, il est valorisé à 3,6 années de chiffre d'affaires. Donc, ça peut paraître un petit peu cher, mais globalement, les sociétés, surtout celles qui sont dans la recherche des médicaments ou des vaccins contre le Covid, c'est normal d'avoir les valorisations aussi importantes. Après, la marge brute est de 78,5%, donc ça c'est vraiment énorme. Et la marge nette, elle est aussi même incroyable, de 40%. Donc c'est vraiment une société très rentable avec des fortes marges. Et un return on equity moyen sur 5 ans, 53% et presque 22% si on tient compte de la dette. Donc c'est vraiment une société extrêmement rentable, le coût ratio de plus de 2, cela veut dire que leur engagement court terme en termes de dette, en fait, qui sont largement plus que 2 fois supérieurs à leur inférieur à leurs actifs liquides. Voilà, donc ça, vraiment, c'est une société très saine. Mais de mémoire, par contre, elle paye en plus en dividendes. Donc en fait, j'ai confondu avec Abiomed que j'ai vendu il n'y a pas longtemps, qui ne paye pas les dividendes. Donc là, aujourd'hui, le dividende, c'est quand même assez généreux à 4,2%. Moi, je l'ai acheté plus cher, donc du coup, j'ai le dividende pour moi, j'ai le dividende un peu moins généreux. Voilà, dans tous les cas, je vais vous lire un petit peu, je vais me permettre de lire les articles que j'ai préparés en avance. Ça, c'est les nouveautés sur Gilead, donc, qui a déclaré le jeudi qu'il a accepté de vendre à l'Europe jusqu'à 500 000 cours de son médicament antiviral Remdesivir, alors que le continent fait renforçant des approvisionnements l'un des 2 seuils médicaments approuvés pour traiter les patients Covid-19 avant l'hiver. Donc, ce médicament Remdesivir est généralement administré aux patients gravement malades, dont le Donald Trump, nécessitant un supplément d'oxygène. Cette semaine, il a été également remis au président américain Donald Trump après avoir testé positif au virus. Voilà, donc ça c'est l'information que j'ai trouvée pour vous sur Reuters. En fait, c'est ce qui concerne Gilead. Cette entreprise qui est spécialisée justement dans tout ce que je viens de vous dire, et en plus qui propose au marché déjà actuellement, tout est prêt, donc ce n'est pas vraiment une recherche clinique encore, mais c'est vraiment un vrai médicament qui est déjà utilisé pour les patients en Covid. Et selon le même article de Reuters, ils disent que ça diminue en 5 fois le temps pour guérir de Covid. Si vous avez à guérir, vous diminuez la période de guérissement 5 fois moins long que si vous n'utilisez pas ce médicament de Gilead. Donc cela veut dire que c'est plutôt un succès de médicament. Pourtant, le marché, je ne sais pas pourquoi, le marché n'aime pas du tout Gilead. On va regarder le graphique. Pourtant, comme vous pouvez voir sur le graphique, que le marché n'aime pas cette valeur. Franchement, moi, je n'ai pas d'explication pourquoi c'est comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous suivez aussi cette valeur, ou si vous connaissez des nouvelles, quelles sont les raisons pourquoi le marché n'aime pas trop cette entreprise qui est pourtant pas trop surévaluée. Donc on se trouve vraiment sur des plus bas et proches au seuil technique, vraiment le support technique super puissant autour de 61 $. En fait, je me demandais de me renforcer sur cette valeur Gilead, en plus qui verse le dividende, qui est très rentable. Mais finalement, j'ai trouvé d'autres opportunités, en tout cas pour le moment. Et Gilead qui se trouve depuis un moment sur un downtrend très fort. Et pourtant, il s'est stabilisé depuis un certain temps. C'est pas la première mois que je vous en parle que Gilead est paradoxalement peu cher. En fait, elle n'est pas peu chère par rapport à ses fondamentaux, mais il est plus cher par rapport à
à son image technique. Donc son image technique, elle est vraiment baissière, et c'est vraiment la raison que je ne comprends pas. Parce que la hausse que vous voyez sur l'écran, là, elle était vraiment clairement liée aux histoires de Covid, parce qu'en fait, il y avait toujours ça, c'était la période d'une énorme hype autour de Covid. Ça ne m'étonne pas que ça s'est corrigé à partir de ces niveaux vraiment énormes, mais dans tous les cas, moi, je ne comprends pas pourquoi c'est aujourd'hui que nous avons on maintient des niveaux tellement bas. Donc voilà, donc là je pense que c'est vraiment Gilead, c'est une opportunité, c'est quelque chose que moi je réfléchis à renforcer dans mon portefeuille. Voilà, bon, je ne vais pas m'arrêter trop longtemps sur Gilead. Et vous avez trouvé tous les détails, en fait toutes les news sur cette entreprise dans les commentaires à cette vidéo. Maintenant, à partir de cette semaine, je vais mettre dans la description de la vidéo les liens qui concernent ces entreprises, si ça vous intéresse, pour que vous puissiez aller voir un petit peu plus en détail quelles sont les dernières actualités par rapport à telle ou telle ligne dans mon portefeuille. Voilà, sur Google, cette valeur, évidemment, je suis à 18% de bénéfices actuellement, et cette valeur, elle pèse au niveau de volume beaucoup plus important que Gilead, donc là j'ai beaucoup plus d'investissement, la ligne elle est plus lourde que Gilead, mais en tout cas je ne veux pas trop m'arrêter là-dessus parce que vous connaissez très bien l'entreprise. Ça fait partie des FANG, et donc ça suit un peu la tendance des FANG, que sûrement quand ça monte, quand ça baisse, donc du coup j'ai pas grand-chose à dire. Pour Cisco, pareil, en fait c'est une entreprise où j'hésite, en fait, parce que là elle stagne depuis un moment, là elle est un baissé, mais je spéculais, en fait, il n'y a pas longtemps, cet été, je spéculais sur Cisco, je l'ai vendu avant que, bon, j'ai eu de la chance un petit peu, je l'ai vendu juste avant la chute énorme où il a déçu avec sa publication, et je l'ai reacheté à nouveau à un niveau plus bas. Donc là, je reste à peu près, si je prends en compte ma ligne consolidée avec cette approche spéculative, je suis à peu près à 10% sur cette ligne. Et cette ligne est un petit peu moins importante que j'avais avant. Citrix, en fait, Citrix est un spécialiste des connexions à distance. Ça, c'est évidemment que j'ai eu de la chance, une énorme chance. Je l'ai acheté autour de 100 $. Et donc là, actuellement, cette valeur me offre une rentabilité de 21%, donc un peu plus. Et donc là, évidemment, parce que là, j'ai juste eu de la chance de l'acheter à bon prix. Et c'est une entreprise un peu comme Zoom, mais plus orientée entreprise. Voilà, donc c'est pas comme Zoom, en fait, non. En fait, elle propose toute une infrastructure, tout l'ensemble d'infrastructures, mais plus orientée corporate. Voilà. Voilà, CRISPR. Après, maintenant, on parle des actions chaudes, en fait, parce que là, les CRISPR, c'est une valeur qui s'est envolée littéralement ces derniers jours, parce qu'un analyste de Bank of America, il a donné un avis positif. Ils ont passé sur buy déjà quand l'action était au plus haut historique. Encore une fois, je vous répète à chaque fois dans les vidéos que quand vous investissez dans les entreprises de la catégorie C, pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne Marine du Cash, j'attache la vidéo sur l'explication qu'est-ce que c'est la catégorie C pour moi. C'est des entreprises innovantes, les entreprises du futur. Il faut ne pas trop regarder, ne pas trop attacher d'importance au fait que l'action se trouve sur les plus hauts historiques. La valeur peut réécrire leur plus haut historique systématiquement, et c'est le cas pour CRISPR Therapeutics, donc qui est pour moi vraiment une des meilleures lignes dans mon portefeuille. Moi, je m'approche à 47%, et là, c'est uniquement sur 2-3 mois d'investissement. Donc, c'est un excellent choix que je fais au début de cet été. Et là, maintenant, cette position est devenue grosse. Donc, au début, elle n'était pas importante, mais maintenant, elle est devenue assez importante par rapport à la taille du portefeuille, parce que l'action, tout simplement, elle a pris beaucoup. Et j'ai renforcé aussi récemment. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un spécialiste sur la technologie d'édition de génome. Pour ceux qui ont une souscription Netflix, vous pouvez aller voir en des commentaires qui s'appelle Unnatural Selection. En fait, il y a une version en français. Et donc là, il parle justement de cette technologie CRISPR pour tout ce qui est édition de génome, et les potentiels, en fait, vraiment les choses absolument incroyables que ça peut permettre de faire dans le futur, et ça permet de faire déjà, donc parce qu'ils ont déjà un produit, ils ont déjà les droits pour cette technologie. C'est une société suisse, ils ont protégé leurs droits, et maintenant ils ont cet avantage concurrentiel pour se positionner sur ce créneau de manière très, très ferme.
Voilà, ensuite, c'est une autre catégorie d'entreprise parce que c'est Unicure, donc ça c'est plus petit et c'est pas une start-up, mais c'est une entreprise qui est déjà implantée, mais par contre c'est une entreprise très déficitaire. Mais par contre, elle a des partenariats avec des grandes sociétés, avec des grosses pharma. Et donc pour moi, c'est vraiment quelque chose c'est un très bon signal en fait. Ça veut dire que parce que les sociétés comme Bristol Myers, par exemple, ça, c'est un partenaire de Unicure qu'ils ne vont pas faire le partenariat avec n'importe qui. Et ils sont aussi spécialisés dans la thérapie génétique. Et leur produit, c'est AMT 061 pour les patients avec la hémophilia B. Donc après, ceux qui ne s'intéressent pas à ces domaines-là, comme vous pouvez voir, en fait, moi j'aime bien investir dans tout ce qui est pharmaceutique et biotech. Donc en fait, certains disent que biotech, automatiquement, c'est risqué. Comme je vous disais tout à l'heure, ça dépend quelle biotech. Si vous achetez AstraZeneca ou Gilead, même si je Gilead, j'ai perdu de l'argent, mais parce que j'ai peut-être mal choisi le momentum, mais ce n'est pas parce que l'entreprise en soi, elle est dangereuse. Donc ce sont des entreprises qui sont très solides, sont déjà implantés, ils ont déjà plein de produits, ils ont des partenariats avec des grosses pharma. C'est plus volatile que Sanofi, c'est sûr, mais ça ne sera pas une action folle qui va faire plus 40, moins 40 tous les jours. Donc il ne faut pas confondre les catégories, parce qu'il y a des différentes catégories de biotech. Unicure, c'est cette catégorie plutôt. Parce qu'en fait, effectivement, c'est une petite entreprise. Il y a sur une bonne ou mauvaise nouvelle, elle peut s'envoler à 70% en une seule journée, ou bien elle peut s'effondrer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut tenir compte, parce que dans les biotech, ce n'est pas nécessairement toujours risqué, c'est majoritairement très souvent risqué, mais pas toujours. Il faut vraiment bien comprendre dans quoi vous investissez, mais c'est un peu le cas pour tous les investissements. Voilà. Maintenant, là, encore une pharma, donc là je suis désolé parce qu'on vit vraiment la période. Aujourd'hui, je trouve que les marchés sont très chers. Il y a 2-3 secteurs qui m'intéressent. En fait, il y en a 3. C'est les pharmaceutiques, y compris les biotech. Après, c'est les technos. Et c'est aussi les énergies renouvelables. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, Roche Holding, c'est une entreprise que c'est la plus vieille ligne de mon portefeuille. Ça fait super longtemps que je l'ai. Je ne sais même plus parce que je ne regarde plus trop la performance que je fais parce qu'elle verse son dividende solide. J'ai investi en CHF, en francs suisses. Donc ça, c'est pratique. Donc là, je suis à 15%. En fait, je n'ai beaucoup plus parce que j'ai porté cette ligne dans mon compte, vers mon compte DEGIRO, parce qu'on me pose souvent des questions sur quel broker je suis. Je suis sur 2 brokers, sur Saxo Bank et DEGIRO. Et tout ce qui est long terme, je mets dans DEGIRO. Et donc, du coup, je portais la ligne Roche Holding qui était initialement chez Saxo Bank, je l'ai porté sur DEGIRO parce que Saxo Bank, j'utilise pour des opérations spéculatives uniquement. Et pour ceux qui veulent ouvrir un nouveau compte, moi, si vous voulez, si je peux vous donner un conseil aujourd'hui, en général, je ne fais pas des conseils, ça c'est mon avis encore une fois, je peux vous donner des conseils. Si vous êtes un investisseur, on va dire, je ne veux pas dire passif, mais un investisseur traditionnel, quelque part, pas en trader, on va dire, qui vont investir à long terme, un peu comme moi avec ce portefeuille, je vous conseille DEGIRO. DEGIRO, c'est pas mal parce que ça propose vraiment, surtout l'accès au marché américain, il est vraiment au prix ridicule. Je trouve que c'est vraiment pas mal, probablement meilleur courtier que vous pouvez trouver aujourd'hui. Par contre, si vous êtes trader ou les deux, si vous avez des connaissances approfondies en bourse, si vous voulez monter des stratégies plus complexes, je vous souhaite largement IB. C'est Interactive Brokers. La question logique, pourquoi je ne suis pas chez IB mais chez Saxo Bank, c'est historique. Et je commence l'année prochaine, je vais commencer un nouveau grand projet en bourse. Évidemment, je vais vous en parler sur le portefeuille Mind the Cash, donc n'oubliez pas de vous inscrire si vous voulez être au courant. C'est un projet qui est lié au trading des options. Et moi, je vais passer certainement chez Interactive Brokers et je vais abandonner malheureusement Saxo Bank, soit je vais le garder pour une stratégie un peu particulière. Voilà, donc là pour Roche Holding, je pense que vous connaissez, il n'y a pas spécialement grand chose à dire. Par contre, j'ai préparé une petite article, ça vient également de attendez, Reuters, et il y a une actualité qui a attiré mon attention. Et il disait que Roche Holding AG a déclaré vendredi qu'une thérapie qu'elle avait co-développée avec Blueprint Medicine Corporation, basée à Cambridge, avait été approuvée par le régulateur de la santé américain
pour le traitement des patients atteints d'un type de cancer du poumon non à petites cellules. Donc, quelle conclusion je tire de cet article? Ça peut paraître vraiment l'information générale, mais tout de suite, quand je viens de vous dire que pour les petites entreprises, pour les petites biotech, c'est très important les partenariats. Donc, ça veut dire que cet article me dit qu'une société qui s'appelle Blueprint Medicine Corporation a fait un partenariat avec Roche Holding. Donc pour moi, c'était une alerte qu'il faut aller regarder cette entreprise Blueprint Corporation. Qu'est-ce que c'est comme entreprise? Et je l'ai rajouté dans ma liste de catégorie C. Donc, et on va la regarder ensemble tout de suite. Je ne l'ai pas encore dans le portefeuille. Mais du coup, maintenant, cette entreprise, vu qu'elle travaille proche avec Roche Holding, elle m'intéresse. Donc, on peut voir déjà, et moi je ne connais pas du tout cette entreprise, je l'ai découvert quand je préparais cette émission. Donc là, on peut voir que vraiment, c'est une entreprise qui subit apparemment le hype boursier énorme. Donc là, on est au plus haut de, je ne sais pas combien, je pense qu'il est historique. Hein. Oui, on est au plus haut historique. Et cette entreprise, elle est spécialisée dans... je vais préférer d'utiliser le Google Translate. Donc, se concentre sur les patients en temps de maladie définie génomiquement due à une activation anormale de la kinase. Il se concentre sur l'élaboration de candidats médicaments qui fournissent des réponses cliniques aux patients sans option de traitement adéquat. Il développe un pipeline de médicaments à petites molécules dans le cancer et une maladie génétique. Donc apparemment, il y a déjà un pipeline des médicaments, donc cela veut dire que c'est une entreprise qui fonctionne déjà, donc apparemment ça justifie que l'intérêt boursier envers cette entreprise. On va voir ses fondamentaux, là je les regarde avec vous pour la première fois, vous voyez, donc déjà les valorisations sont énormes, c'est 73 ans de chiffre d'affaires, mais c'est juste parce que le marché, il valorise la croissance énorme future de cette entreprise. Bon, les marges me paraissent vraiment un peu bizarres, donc là, vu comme ça... Bon, mais encore une fois, c'est une société quasi start-up apparemment, donc là, elle fonctionne à perte, c'est sûr, mais dans tous les cas, Roche Holding a décidé de travailler avec eux. Donc cela veut dire qu'il y a quelque chose dans cette entreprise, et pour ceux qui s'intéressent à ce secteur, ça vaut probablement la peine d'y creuser un petit peu plus. Et pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans cette entreprise qui a attiré l'attention de Roche Holding pour faire ce partenariat. Voilà, je vais passer rapidement sur Uber. Donc Uber, je vous dis que j'ai investi un petit montant il y a déjà pas mal de temps. En fait, c'est une des premières entreprises que j'ai achetées quand je lançais la catégorie portefeuille moyen de cash. Donc l'idée, c'était que moi, je la vois, c'est une société qui évidemment qui n'est pas rentable, qui perd de l'argent, patati patata, on connaît tous. En fait, c'est une société qu'on voit beaucoup dans les médias. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il a du potentiel de créer un espèce de framework, en fait, de quelque chose dans le système où on peut embarquer n'importe quel business qui peut engager le particulier. Et donc ça peut devenir comme une espèce de marketplace à la Amazon, mais pour les services et pas pour des produits. Donc après, évidemment, c'est un pari à très long terme, à méga long terme, qu'un jour, ça devient un Amazon des services. Ça, c'est mon point de vue. Après, chacun a son point de vue. Aujourd'hui, je suis à moins 6% seulement sur cette valeur, donc c'est pas bon. Là j'ai quasiment oublié que j'ai cette valeur dans mon portefeuille. Voilà, la valeur suivante, c'est AT&T. C'est ce que j'ai acheté le mois dernier. J'ai eu pas mal de commentaires très justes, qu'il y a eu des personnes qui sont fidèles à la chaîne Mind du Cash. Bon, merci beaucoup. Ils étaient étonnés de mon choix. Donc en fait, pourquoi j'ai acheté AT&T? Parce qu'en fait, le premier argument que moi je trouve très pertinent, c'est que AT&T, il a une des plus grosses dettes corporatives au monde. Mais le truc, c'est que c'est un conglomérat, déjà c'est une entreprise juste gigantesque, ça il faut bien comprendre, que la dette reportée sur leur EBITDA, donc sur leur résultat opérationnel, n'est pas si énorme que ça, donc elle reste importante, mais elle n'est pas si énorme que ça. Mais cette entreprise, vraiment, c'est un éléphant, justement. Donc ça, vraiment, elle fait partie, elle est sortie de l'indice Dow Jones, je crois. Mais en tout cas, ça reste une entreprise juste énorme qui a réussi quand même de trouver une synergie entre différents types de business. C'est une aristocrate des dividendes. C'est quoi les aristocrates des dividendes? C'est les entreprises qui versent depuis plus de 20 ans le dividende
et tous les ans, ils les augmentent. Donc aujourd'hui, au cours actuel, vous allez avoir un dividende de l'ordre de 8% si je ne me trompe pas. Et parce que moi, j'ai acheté un petit peu plus bas parce que moi, je perds un peu de l'argent sur cette ligne. Je ne sais plus combien je perds exactement, 5% seulement, mais bon, c'est pas encore dramatique. Mais dans tous les cas, en fait, cette valeur, en fait, pourquoi il y a un autre commentaire que j'ai beaucoup aimé qui critiquait quelque part mon choix. Il disait que leur payout ratio, il est de plus de 100, bon, je ne sais plus combien, là, on va regarder ensemble, mais il est affreux. Donc, payout ratio, c'est la part en fait, c'est le pourcentage du résultat de l'entreprise qui est consacré aux dividendes. Donc, en fait, si ça s'approche si c'est à 100%, ça veut dire que l'entreprise, elle verse tout son résultat sous une forme de dividende. Ça, c'est pas forcément un bon signe. Ça veut dire que, et si c'est plus de 100%, ça veut dire que l'entreprise, elle est obligée d'emprunter pour payer les dividendes. Ça, c'est encore pire. Et quand on regarde ce ratio pour AT&T, il est affreux. Vous allez voir ça, c'est 25%. Ça veut dire qu'on peut avoir l'impression que l'entreprise, elle emprunte tout le temps pour payer le dividende. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Parce que cette entreprise, elle a énormément de droits, elle a un bilan très compliqué. En fait, elle a énormément d'actifs intangibles. Et donc, leur résultat, en pur sens du terme comptable, il n'est pas très représentatif. Si vous regardez le cash flow, donc le cash flow, c'est vraiment la trésorerie qui rentre tous les ans dans l'entreprise AT&T, vous allez vite voir que le dividende représente seulement 55% de leur cash flow, de l'argent vraiment réel, net, qui rentre sur les comptes de AT&T. Parce qu'en fait, si vous connaissez un petit peu la comptabilité, dans le résultat, vous pouvez avoir tout un tas de choses. Et parfois, le résultat, il peut être complètement fantôme. Donc, par exemple, souvent dans les entreprises immobilières, les résultats, il est affecté par les amortissements, parce que ça, c'est vraiment des pertes purement comptables qui ne correspondent à aucun mouvement de trésorerie. Donc, pour AT&T, vu la structure du business, leur résultat, il n'est pas très représentatif. Donc, il faut creuser vraiment pour récupérer les résultats réels et pas... en fait, moi, dans ce cas-là, je préfère de regarder le free cash flow, ce qu'on appelle vraiment la flux de trésorerie net qui rentre sur les comptes de cette entreprise. Et de toute façon, c'est plus fiable en général, plutôt que payout ratio qui est plus souvent utilisé. Si vous regardez le dividende vers le free cash flow, c'est un paramètre beaucoup plus fiable pour estimer la capacité de l'entreprise de payer les dividendes à terme. Parce que ça, le free cash flow, c'est vraiment l'argent réel qu'il touche. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse, mais je vais vous expliquer pourquoi ce paramètre, ce ratio m'a pas fait peur quand j'ai investi dans AT&T. Dans tous les cas, j'ai décidé de ne pas trop augmenter cette ligne parce que, bon, effectivement, la dette est quand même lourde et personnellement, c'est une entreprise, si je reprends les termes de Peter Lynch, c'est une entreprise slow grower, donc c'est une entreprise qu'on achète uniquement sur les dividendes. Si un jour elle coupe ses dividendes, elle peut chuter. Et c'est des entreprises qui vont très peu de chances qu'ils vont flamber en bourse. Donc moi, je préfère d'investir dans d'autres types d'entreprises de croissance où il y a du potentiel plutôt que d'investir dans ce type d'entreprise. Pourquoi je l'ai acheté ? La raison, c'est la diversification. Je voulais juste toucher le dividende de 7-8%. À l'époque, quand j'ai acheté, c'était 7%. Je trouvais cette entreprise qu'avec son free cash flow, il pourra payer ce dividende sans aucun problème. Et moi, j'ai décidé d'y investir. Voilà, pour l'instant, moi, je suis content qu'elle est dans mon portefeuille, mais je ne veux pas augmenter encore cette ligne. Bon, ensuite, AT&T. Et maintenant, nous passons à des valeurs que j'ai achetées ce dernier temps. Donc là, je vois, ça sera une discussion intéressante. Eh bien, la valeur que j'ai achetée il y a une semaine s'appelle British Petroleum. Je pense que vous connaissez parfaitement. Vous avez certainement déjà fait le planche sur la station de service de BP. Eh bien, je sais que ce n'est pas du tout en ligne avec la philosophie de mes investissements. Ça peut surprendre beaucoup de personnes que moi, j'ai décidé d'investir dans une pétrolière. Dans beaucoup de vidéos, je parle que moi, j'aime pas le pétrole, il n'y a pas de futur, etc., etc. Donc, pourquoi j'ai investi dans ça, dans British Petroleum? Donc, parce qu'il y a un mois à peu près, British Petroleum est là émis en rapport sur leur pronostic de très long terme du pétrole. Et ce qui était choquant, ça fait chuter toutes les majors de pétrole dans le monde.
leur rapport, il avançait des chiffres catastrophiques, comme quoi l'industrie du pétrole va subir vraiment un déclin très important dans les décennies à venir. Et ça, c'était les paroles d'une des plus grosses entreprises au monde. Je crois que British Petroleum, c'est une troisième plus grosse entreprise au monde dans ce secteur. Et c'est elle-même qui dit que le pétrole est mort. Pratiquement, c'est ce que disait ce rapport. En fait, c'est globalement ce qu'ils ont dit. Et je commençais à chercher et je suis tombé sur un article que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'ai commencé à chercher les entreprises. Finalement, si eux, ils savent que le pétrole c'est mort, cela veut dire qu'ils devraient, je ne pense pas qu'ils veulent faire faillite, donc cela veut dire qu'ils doivent avancer vers d'autres horizons, doivent regarder dans une direction opposée, et donc ça c'est l'énergie renouvelable, donc, ou l'énergie alternative. Donc là, vous voyez que je l'ai marqué en gras, que c'est à cause de ça, grâce à ça, que British Petroleum et pas une autre entreprise qui fait partie de mon portefeuille Mind the Cash. Et voici donc cet article sur lequel j'ai tombé quand je commençais à chercher quelles sont les grosses pétrolières qui ont investi le plus massivement dans les énergies renouvelables. Et j'ai tombé sur cet article qui dit clairement que la première place, c'est British Petroleum. Donc, et globalement, ce qu'ils disent dans l'article, que BP a été la première compagnie pétrolière à engager des capitaux importants dans des projets renouvelables, tels que l'éolien et le solaire, à partir de 1980. Donc ça, c'est vraiment l'entreprise qui d'avance ses concurrents sur ce segment. Elle a dépensé 200 millions de dollars en 2017 pour acquérir une participation de 43% dans Lightsource, qui a été rebaptisé Lightsource BP, et est le plus grand développeur des projets d'énergie solaire en Europe. En 2018, l'entreprise a réalisé 3 investissements pour se préparer à un avenir sobre en carbone. Le premier était un investissement de 20 millions de dollars dans StoreDot, un développeur israélien de batteries à chargement rapide. BP a ensuite investi 5 millions de dollars dans la société américaine FreeWire, qui fabrique une infrastructure de recharge rapide pour les véhicules électriques. Enfin, 160 millions de dollars ont été dépensés pour acquérir ChargeMaster, le premier réseau de bornes de recharge au Royaume-Uni. Cela a permis à la société pétrolière de combiner le réseau de 6500 points de charge de ChargeMaster avec 1200 stations-service. Voilà, donc en gros, j'ai choisi l'entreprise parmi les majors des pétrolières qui est le plus impliqué, qui est le plus convaincu dans les énergies renouvelables. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, c'est que c'est un des 3 secteurs qui m'intéressent aujourd'hui, la pharmaceutique, la technologie et l'énergie renouvelable. Mais je ne voulais pas trop aller, en tout cas pour le moment, sur des petites entreprises de niche sur ce secteur-là, parce que évidemment, ça sera beaucoup plus risqué. Moi, je voulais commencer à mettre le pas dans ce secteur en utilisant la plus grosse pétrolière, parce que j'imagine pas que BP ou Exxon ou Total fassent faillite avec cette transformation énergétique. Forcément, elles vont chercher des chemins des pistes pour changer leur business model et avancer vers l'énergie du futur. Et BP, il me semble que BP, c'est leader sur ce segment. En tout cas, selon l'investissement, je pense qu'ils savent dans quoi ils investissent, c'est leur domaine, ils savent ce qu'ils font, en tout cas j'espère, et ça c'est le pari que je fais. En fait, ce qui m'intéresse en investissement dans BP, c'est pas leur secteur de pétrole ou du gaz, mais c'est leur projet dans l'énergie renouvelable qui, apparemment, ils sont convaincus, et dans leur rapport, ils ont dit clairement que pétrole c'est fini, et nous on cherche, on regarde ailleurs. Et d'ailleurs, quelque chose que je ne savais pas, qu'apparemment British Petroleum a été rebaptisé eux-mêmes, et maintenant ça s'appelle Beyond Petroleum. Donc voilà, déjà ça dit tout. Et un autre argument dit investir maintenant, parce que ok, c'est beau de choisir une entreprise intéressante à investir, c'est le graphique long terme. Mais regardez tout simplement cette image qui est absolument impressionnante. Ce que vous pouvez voir, que l'entreprise actuellement se trouve à un niveau qui est le plus bas depuis, attendez, écoutez-moi bien, 1994. Donc il faut aller à 1994 pour retrouver de British Petroleum que vous voyez aujourd'hui. Donc clairement, au niveau du graphique, je pense qu'on est pas mal, donc on n'investit pas au plus haut, ça c'est certain. Et là, j'ai décidé qu'il faut ouvrir la ligne sur BP,
pendant cette chute qu'on avait vécue avec la baisse du pétrole récente. Maintenant, ça a repris. Et aujourd'hui, déjà, je l'ai acheté il y a une semaine ou une semaine et demie, je ne sais plus exactement. Donc là, aujourd'hui, British Petroleum m'a fait déjà 2,6%, 2,7% dans mon portefeuille Mind de Cash. Donc là, je suis assez content pour une nouvelle ligne. C'est plutôt un bon point de départ. Voilà. Maintenant, je passe sur la deuxième entreprise et dernière entreprise que nous allons évoquer aujourd'hui. Ça s'appelle Biogen. Donc ça, c'est beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus classique pour l'entreprise pour le portefeuille Mind de Cash. C'est une biotech. Moi, je vais vous saouler avec les biotech aujourd'hui, je pense. Donc, je vais vous parler un peu rapidement, c'est quoi comme entreprise. Donc, Biogen est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur la découverte, le développement, la fabrication et la fourniture de thérapies aux personnes atteintes des maladies neurologiques graves, rares et auto-immunes. La société spécialise des produits, notamment, bon, je ne vais pas lister tous les produits, vous allez les trouver dans le commentaire si ça vous intéresse, pour la sclérose et plaques. Pour le traitement de psoriasis, je ne sais pas ce que c'est, désolé, en plaques sévères et Spinraza, c'est son nom de médicament pour le traitement de atrophie musculaire spinale. Il a également un accord de collaboration avec Genetech Inc., membre du groupe Roche. Vous voyez, donc ça prouve... Bon, après, de toute façon, ça, c'est une biotech importante, donc ici, ce n'est pas étonnant de voir les partenariats avec des groupes comme Roche. Concernant Rituxan, ça, c'est un nom de produit également, pour le traitement de lymphome non Hodgkinienne. Bon, là, franchement, là, ça, c'est les termes que je ne connais pas. Mais qu'est-ce qui m'a attiré mon attention? Pourquoi cette entreprise s'est retrouvée dans mon screener? Là, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez juste adorer cette entreprise immédiatement. PE ratio, donc PE ratio 8 voire 0,4, c'est pas énorme pour une entreprise, pour une biotech comme ça, qui marche plutôt pas mal. Price to sale, c'est un peu comme on a vu tout à l'heure, 3 ans de chiffre d'affaires, c'est normal pour les biotech, mais regardez les marges, c'est juste incroyable. C'est presque 90% de marge brute et marge nette à 35% presque, donc c'est juste hallucinant. Et les rentabilités, ça, il faut vraiment fermer les yeux. C'est 50% sans tenir compte de la dette, et avec même compte tenu de la dette, la moyenne rentabilité sur 5 ans, c'était 22%, et cette année, c'était presque 26,6%. Donc, en fait, vous pouvez comparer Return on Investment, ROIC, comme une rentabilité nette de l'investissement immobilier. C'est presque la même chose. C'est quand vous prenez en compte toute la dette de l'entreprise dans le calcul de votre rentabilité. Et donc ça, c'est vraiment des chiffres qui sont juste excellents. Et quand j'ai vu le graphique boursier, en fait, c'est une entreprise ça fait un moment qu'elle était dans ma liste, mais elle était toujours assez chère. Mais dans tous les cas, ce dernier temps, Biogen, pardon, là, ça c'est un graphique un peu trop long terme, peut-être. Voilà, ça c'est un graphique plus récent, et vous pouvez voir que cette entreprise, elle a subi une chute quand même assez importante ce dernier temps. Donc là, son cours de bourse, elle évoluait pendant pas mal de temps entre 300 et 340 $. Et là, on est descendu sur les 200, 280. Et moi, je trouvais que c'est vraiment un moment pour se positionner sur cette valeur de qualité. Après, cette entreprise n'est pas positionnée en tout cas directement sur des problématiques du Covid. Donc, il y a moins de hype qu'autour de Gilead, de AstraZeneca ou d'autres biotech qui sont en train de rechercher soit les médicaments, soit les vaccins contre le Covid. Mais dans tous les cas, les rentabilités comme ça, à ce prix-là, j'achète. C'est sûr et certain. Voilà. Donc voilà, donc en gros, il y a aussi une part de portefeuille que j'utilise un peu comme une couverture, comme un hedge. Ça, c'est les ETF obligataires que moi, je l'ai acheté il y a un certain temps. Et je m'attends que si jamais il y a une chute boursière, que moi, je peux imaginer très facilement dans les conditions actuelles, j'espère que mes sociétés pharmaceutiques
vont performer bien parce que la chute boursière peut certainement être liée à un confinement, reconfinement ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas quelque chose lié à la crise sanitaire. Les sociétés technologiques que j'ai également dans mon portefeuille doivent résister normalement, comme au moins en faire rien du tout comme ça a été le cas pendant le premier confinement. Et par contre, le risque va exploser et du coup, il y aura les fuites des capitaux dans les valeurs sûres. Donc du coup, les valeurs sûres, c'est les obligations d'État d'habitude, mais ça, c'est le marché largement administré. Et la Réserve fédérale, elle a dit qu'ils vont, en cas de crise, racheter de la dette corporative, donc des corporate bonds, à travers la société BlackRock. J'ai une Bourse Hebdo, une vidéo Bourse Hebdo que j'ai enregistrée il y a 3 semaines, si je ne me trompe pas, où je vous ai parlé en détail comment les relations entre la Réserve fédérale américaine et le BlackRock sera organisées afin de sauver le marché obligataire des corporations en cas de crise. Donc ça va vraiment une vidéo qui est assez intéressante à comprendre, à regarder parce qu'il va vous expliquer comment, il explique bien comment la Fed et BlackRock vont agir en cas de crise sur la dette des entreprises américaines. Et donc là, je trouve que vraiment, s'il y a une crise, effectivement, il y a des fortes chances que les capitaux vont essayer de se protéger dans ce secteur qui sera de toute façon administré par la Réserve fédérale américaine. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Juste un petit résumé de cette vidéo avant que vous partiez, me mettant un petit like ou un dislike avec un petit commentaire. Qu'est-ce qui ne va pas dans la chaîne pour que je m'améliore? En gros, j'ai acheté 2 nouvelles entreprises. Je parie sur l'énergie renouvelable à travers BP parce que ça, c'est l'entreprise qui a investi le plus dans les énergies renouvelables. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette entreprise pour commencer mon investissement dans ce secteur. Parce que j'ai commencé par un major. Après, je vais rajouter des mid-cap et des small-cap dans ce secteur des énergies renouvelables. Mais ma première ligne, ça sera BP parce que BP, elle comprend que le pétrole, c'est fini et ils veulent avancer vers autre chose. Et ils ont les moyens et des compétences pour le faire. J'ai profité également de la baisse de Biogen. C'est une entreprise que je voulais depuis longtemps avoir dans mon portefeuille grâce à ses paramètres opérationnels excellents. Maintenant, je trouve que le cours actuel offre une opportunité, je l'ai saisi. Et toutes les autres entreprises, comme je vous ai dit, Alteryx, pardon, j'ai oublié de parler Alteryx, ça c'est la star de ce mois-ci. Leur PDG, il a fait le discours très positif. Excusez-moi de devoir oublier de parler de l'entreprise principale de mon portefeuille. Et cette entreprise, il a amélioré son guideline, en fait, ses pronostics de chiffre d'affaires, de résultats pour l'entreprise Alteryx. Elle a littéralement s'envolé. Il a fait, je ne sais pas, 30% en une seule journée. J'ai fait même en post. On s'est félicité pour les gens qui ont acheté également Alteryx. Donc là, vous pouvez voir, il a fait un énorme gap là, haussier, vous pouvez voir. Donc c'est là où il a fait 30% en une seule journée, vraiment. Et ça, c'était une grosse position dans mon portefeuille. Et en grande partie grâce à Alteryx, à ce mouvement violent haussier de Alteryx, que mon portefeuille a très bien comporté ce mois-ci, y compris avec CRISPR, qui m'a beaucoup aidé aussi pour faire des bonnes performances ce mois-ci. Voilà, donc Alteryx, comme je vous disais dans chaque vidéo, bon, je ne peux pas faire de conseils d'investissement, je n'ai pas droit, mais j'ai essayé de faire glisser une idée que vraiment Alteryx à des niveaux autour de 110, 100 $, c'était vraiment quelque chose, c'était une opportunité excellente. Et moi, je l'ai saisi, j'ai vraiment alourdi la position. Maintenant, c'est ma première position. Elle a dépassé même Google, Alteryx. Je sais que c'est risqué, mais en tout cas, moi, je crois vraiment dans cette entreprise qui est spécialisée dans le data analyse dans le cloud. Donc, et la prise de décision, data-driven decisions. Voilà. Donc, c'est vraiment une entreprise technologique de future génération. Et je suis très content d'avoir cette entreprise dans mon portefeuille. Voilà, ça, c'est le petit résumé. Je reste un petit peu dans mon esprit. Je pense que les risques sont énormes. Regardez mes bourses hebdo que je vais peut-être supprimer finalement. Dites-moi dans les commentaires que s'il faut que je m'en tienne ou pas, parce que honnêtement, ça me prend énormément de temps et je n'ai pas l'impression que ça offre autant de valeur que les autres entreprises, les autres vidéos. Donc je vais peut-être me concentrer plus sur des entreprises concrètes, sur des secteurs, sur des analyses, sur des recherches, plutôt que faire l'analyse des médias et des news.
de la semaine. Donc c'est peut-être plus efficace. Dites-moi ça dans les commentaires parce que le but que mes vidéos que je fais, ça vous sert le plus. Donc voilà, donc dans tous les cas, moi je trouve que la situation est super risquée. On est juste quelques semaines avant l'élection américaine, même si je ne trouve pas ça comme un risque majeur. Mais on a un risque de reconfinement. Tous les indicateurs, toutes les alertes sont dans le rouge, donc on peut vraiment glisser dans le même chute comme on a vécu en mars-avril. Rien n'est exclu. Je suis très attentif, je suis très prudent sur les marchés. J'ai investi pharmaceutique, technologie, énergie renouvelable, que les secteurs d'avenir. Je ne veux pas avoir des entreprises cycliques pour le moment, les banques surtout pas. Même s'ils ne sont pas chers, je sais qu'ils ne sont pas chers. Je sais que BP peut être vu comme cyclique, mais je vous ai expliqué, ce n'est pas à cause de ça que je l'ai acheté. Et je sais que BP m'a un peu encore chuté si on est reconfiné et le pétrole va aller à 10 $ encore, ou à moins 35, je ne sais pas. Tout est possible, mais en tout cas, BP, moi je trouve que c'est une opportunité et surtout, j'aime bien l'entreprise qui se rend compte que le pétrole est foutu, voilà, en gros. Voilà, ça c'est la psychologie. En fait, ça c'est l'idée, c'est la philosophie de mon investissement dans le contexte des marchés actuels. On est en plein risque, donc on est en pleine Covid vague 2, donc on ne sait pas ce qui va se passer demain. Il faut vraiment choisir les entreprises qui sont peut-être même un peu chères, mais en tout cas les entreprises avec lesquelles on peut se projeter. Voilà, dites-moi dans les commentaires où vous investissez, si vous avez investi ce dernier mois, où vous pensez d'investir. On va s'échanger dans les commentaires comme on fait d'habitude et ça me fait énormément plaisir de passer le temps avec vous. Bon week-end à Mind the Cash, très bientôt, bye bye.